Ok, donc bonjour. Alors cet épisode sera sûrement le 8 ou le 9e. Je suis content que vous écoutiez encore les épisodes jusqu'ici. Aujourd'hui, je reçois Guilherme qui travaille chez ADO. Est-ce que tu vas bien, Guilherme? Oui, tout se passe bien. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu as passé une bonne journée jusqu'ici? Ouais, le matin, il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais pour l'instant, oui. Ok. Euh, J'avais envie de passer du temps avec toi parce que tu as un parcours international, parce que tu fais pas un métier de dev ou en code 8 heures par jour. Et donc, je voulais savoir un petit peu, en savoir plus sur comment t'en es arrivé là aujourd'hui et savoir ce que tu fais aujourd'hui. Et puis je vais te poser les mêmes questions qu'aux autres invités. En vrai, tu as très bien préparé l'interview, les gens ils doivent le savoir aussi. Mais on va voir comment ça se passe aussi, donc c'est le plus important. En vrai, c'est arrivé qu'il y ait des invités qui changent d'avis en cours de route et qui disent pas ce qu'ils ont écrit parce qu'ils ont Oui, changé d'avis. Donc, ça va être une conversation, on va voir. c'est quoi un développeur d'après toi en 2021? Ah, ça, c'est un bon. Déjà, la première question, c'est déjà pas mal, hein. Euh, pour moi, j'étais en train de réfléchir exactement sur ce point. Qu'est-ce que ça fait, nous, en tant que développeurs, changer le monde, tout ça aussi, tu vois. Je pense que dans cette année, on a passé, on va dire, des années difficiles, autant pour développer des applications que ça reste intéressant pour le client final. Et je vois que on a passé beaucoup de temps à continuer à développer, à livrer les choses pour le client. Donc, je pense que c'est exactement déjà comprendre que notre contexte c'est pas le même qu'on a vécu avant et qu'il faut qu'on s'adapte sur ça. Donc, je pense que ça c'était notre apprentissage déjà et ça va nous laisser plus de temps sur ça. Et aussi, je vois cette côté de continuer parce que tu vois, donc tout ce qu'on a passé, ça montre que en plus, on a besoin de investir notre temps sur les choses qui ça va le coup et qu'on peut donner de l'expérience meilleure pour notre client, tu vois. C'est-à-dire le produit qu'on fait, tu vois. Ouais, ça me va. En vrai, on est là pour améliorer l'expérience des clients, ça me va. C'est C'est très ça, ça c'est important. Et alors du coup, c'est quoi ton rapport avec le métier de développeur? À quel moment tu commences à coder? C'est quand la première fois que tu vois un ordinateur? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans ton enfance? Voilà, c'est cool ça. Parce que quand j'étais en train de, on va dire, discuter, ouais, qu'est-ce que c'est cette question des mots informatiques, tout ça, je pense que la première chose, c'est la curiosité de ouvrir une chose que ça marche et voir comment ça marche pour dedans, tu vois. Donc, j'ai démarré la curiosité de comprendre comment les ordinateurs, ça marche dedans, qu'est-ce que c'est la mémoire, qu'est-ce que c'est les composants qui existent dedans, tu vois. Je pense que la curiosité est démarrée là. Et après, je me dis, mais comme j'ai fait cette chose qui apparaît dans les fenêtres qu'on regarde, tout ça, comment on les gère? Et après, j'étais en train de tester, de voir des choses, d'apprendre des langages de programmation, tout ça. Et c'était vraiment le début. J'ai démarré beaucoup parce que moi, j'étais en train de apprendre la programmation quand j'étais en train de faire les écoles. Je comprends que Les études, ouais. les études exactement sur ça. Et j'ai appris C et d'autres langages aussi. Donc, c'était le moment de découvrir, OK, comment je fais les choses, tu vois. Et c'était assez cool parce que c'était un moment aussi de découverte sur le métier de développeur, mais aussi connaître des gens qui sont passionnés aussi pour le développement, qui étudient avec moi, tu vois. C'était un bon moment aussi. Et du coup, tu découvres l'informatique en allant dans une université, c'est ça? C'était un peu avant, je pense Mhm. que j'avais 16 ans. Je pense que c'était 16 ans, plutôt ouais. ça. On Parce va que dire plus tu que décides d'aller la en... curiosité. Tu vas dans l'université pour aller faire de l'informatique. Tu te retrouves pas en informatique à l'université par hasard. Non, non, j'ai décidé de entrer plus en détail sur qu'est-ce que c'est-à-dire l'informatique dans le monde au fin. Et après, j'ai entré directement sur l'école focalisée sur ça. Il faut qu'on arrive à se focaliser, s'imaginer. Du coup, à l'époque, tu es au Brésil. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, du coup, Ouais, je suis brésilien. Voilà. ouais. Moi, je te vois, mais les gens à l'écoute, ils te voient pas. Du coup, à l'époque, tu es au Brésil, tu pars. Du coup, c'est une université ou c'est une école? C'est un peu, ou c'est quelque chose entre les deux où tu vas? Ok, donc, c'est à peu près, j'avais fait 3 ans des études, qui c'était je pense que c'est plutôt université ou école, je sais pas exactement les bons nomenclatures ici en France. Mais en gros, oui. Donc, je veux dire qu'après que j'ai fini les lycées, j'ai parti directement sur à l'université ou l'école. Et c'était là que je connaissais d'autres gens aussi qui développaient des applicatifs, ça fait déjà longtemps.
Moi aussi, j'ai appris des choses qui étaient assez intéressantes dans ce côté-là, tu vois. Mais moi, j'ai resté toujours curieux sur ça. Dans cet endroit, les gens, ils parlent en portugais, hein, en portugais brésilien. C'est ça. Donc, au Brésil, c'était juste là. Et c'était intéressant parce que jusqu'à la fac, moi, j'ai parlé qu'au portugais. Je savais lire les choses en anglais, tout ça. Donc, c'était une chose assez courante parce que au moins, dans notre métier, on a besoin de continuer à actualiser avec le marché. Et après, de ça, j'ai bossé en une startup qui c'était aussi assez intéressant parce que c'était au moment de travailler sur Ruby on Rails, qui c'était une technologie, un framework qu'on utilisait pas mal là-bas aussi. Et c'était, on va dire, vraiment la première application que j'ai pris fonctionnelle en production, tout ça. Est-ce que tu as fait Rails for Zombies? Est-ce que tu as fait le tuto Rails for Zombies? Oui, bien sûr. C'était cette époque-là. C'était Rails 2 déjà à l'époque? Est-ce que c'était le Rails 2? Ouais, on avait utilisé, quand j'ai démarré, c'était Ruby, la version 1.8, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'était Rails 2.8, je sais pas. Je sais qu'il n'avait pas le Rails 3 encore. Ils n'étaient pas tout ça. Donc, c'était je pense qu'on a appris Rails à la même époque. Parce que moi, j'ai appris avec Rails for Zombies et Ruby 1.8 aussi. Et Rails. C'est ça. Avec, c'était intéressant cette époque-là. Et c'était un moment aussi parce que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans la communauté de Ruby dans cette époque-là, c'est que le côté qualité des applications, tout ça, on parlait beaucoup. Donc ça, c'était tout le monde, oui, il faut que je fasse avec des tests. Donc côté qualité, c'était une chose très poussée par la communauté. Et après, et ça c'est le changement que c'était assez intéressant, c'est que normalement tout le monde dit mais pourquoi que tu as fait ça? Mais donc, j'ai reçu une proposition d'échanger des villes, d'aller, on va dire, j'ai fait mes études en école, etc., à campagne, on va dire. C'était pas les grandes villes, mais c'était une bonne école quand même. Mais après, j'avais une proposition d'aller à São Paulo, que c'est la ville beaucoup connue au Brésil. Et c'était l'époque, j'ai reçu une proposition de travailler à Leroy Merlin au Brésil. Et c'était exactement ce moment-là. Par contre, l'iStack, c'était assez différent parce que c'était pas Ruby on Rails. Le choix, c'était travailler avec Laravel, PHP et aussi MongoDB, Elasticsearch, tout ça, tu vois. Donc, c'était un changement assez parce que tout le monde dit oui, mais c'est PHP, n'a pas de qualité et tout ça, tu vois. C'était je regarde des photos de Sao Paulo, ça a l'air d'être hyper urbain, on dirait une ville américaine presque. Ah oui, ça change complètement, tu vois. C'est 13 millions d'habitants. Il y a une grande rivière qui a l'air canalisée au milieu et avec beaucoup de verdure autour. On dirait le Texas ou la Louisiane, quoi. Oui, c'est une ville qui est assez différente. Elle est très grande aussi. Tu vois, donc tu imagines 13 millions de personnes qui habitent là, c'est beaucoup. Ça a l'air gigantesque. Ouais, c'est intéressant. Mais alors du coup, pour passer de Ruby on Rails à Laravel, en vrai, ça va, non? Parce que Laravel, c'est très inspiré de Ruby on Rails. C'est ça. En termes de cette côté, oui. Mais bien sûr que le challenge, ça reste, au fond, quand tu vas trouver avec des frameworks qui sont plutôt comme ça, c'est continuer à maintenir la qualité des codes, qui c'est pareil pour tout, et garantir que le code est bien structuré, tout ça, tu vois. Donc, jusqu'au début, quand on a démarré l'application, on a dit, on va faire des TDD, on a beaucoup de pratiques de développement, on va mettre des CI ici. Donc, c'était juste exactement tout ce qu'il fallait pour garantir la qualité. Et c'était ça, au fond, on va dire, qui a nous aidé, parce que l'équipe, c'était 12 personnes, jusqu'à arriver aujourd'hui, je pense qu'ils sont à peu près 35 personnes qui sont dans l'équipe. Donc, ils ont changé quand même. Et le point, c'est que c'est nous aider à garantir de continuer à trouver des gens qui sont passionnés aussi pour Laravel dans ce cas-là, parce qu'on a créé une communauté au Brésil, Laravel Brésil, sur cette côté. Et ça fait que ça, c'était le moment qui nous aidait à rencontrer des gens qui voulaient travailler avec nous pour bien ça. Et même, j'ai une histoire assez intéressante sur ça, c'est que c'est rigolo. C'est qu'on a décidé, on parlait d'application, on a décidé de faire un ADM qui c'était open source. Donc, on a fait lui directement open source. Donc, il était trouvé dans le GitHub Leroy Merlin Brésil. Ouais. Et c'était rigolo, c'est que qu'est-ce qu'on avait fait? C'est que on a trouvé qu'il y avait un trafic de la Russie qui est en train d'accéder à cette repo. Je dis, mais
qu'est-ce que ça passe, tu vois, c'est l'open source, mais ok, pourquoi? C'est le Romain en Russie? On a trouvé un article d'un mec qui c'était pas les Romelin, qu'il a trouvé cette package qu'on avait fait. Il était en train d'expliquer comment ça marche. Et on a découvert, après que je suis rentré à la Romelin, qu'il y avait une personne de la Russie qui a vu cet article. Et c'est pour ça qu'il est venu à la Romelin Russie. D'accord. Tu vois, c'est une connexion que tu n'arrives pas à voir, tu vois. Et c'était assez intéressant, tu vois. C'est hyper vertueux. Tu sais, on a fait un projet open source, on l'a publié au mois de mai ou au mois de mars l'an dernier, c'est à la fin au déconfinement. Et là, récemment, il y a des newsletters qui ont décidé de le mettre en avant, des newsletters lus par des gens qui font du JavaScript. Et du coup, il y a plein de gens dans le monde entier qui ont créé des profils sur We Love Devs et qui utilisent notre projet. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si on avait gardé le code chez nous, il n'aurait pas été utile à ces gens-là qui sont à l'autre bout du monde parce qu'ils ne peuvent pas trouver du job sur We Love Devs. Par contre, ils peuvent prendre notre code et en faire des choses et trouver des jobs chez eux. C'est ça. Et donc, c'est trop bien. C'est génial, tu vois. Et tu aides la communauté, même comme ça, tu facilites la vie des gens, tu vois. Et ils nous aident aussi, hein. Ils ont rajouté des traductions en turc sur le projet, etc. Alors que nous, on n'aurait pas traduit en turc. Mais voilà, ils y contribuent en fait. Hein. Ouais, ça nous oblige à faire du meilleur code. Oui, et je pense que ça, c'est une chose qu'on attend passer aussi, c'est qu'au fond, dans notre métier, c'est plus facile toujours à écrire les choses que lire après, tu vois. Et dans ce cas-là, maintenir le code lisible pour les gens qui vont arriver après, ça, c'est le challenge toujours, tu vois. Parce que l'application va grandir, même que tu dis que tu vas séparer une domaine séparée, des microservices, tout ça. Si c'est pas lisible, les gens vont pas savoir comment gérer le truc, tu vois. Parce que du coup, comme on a open sourcé un composant UI, du coup, tout notre design system, on a dû l'open sourcer, mais le design system qui est dans le composant open source, c'est le même design system qu'on a dans nos projets inner source, en fait. Du coup, ça nous oblige à faire que nos dépendances qui sont publiques, elles soient bien, et ça inspire le reste, hein. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Ouais, c'est pas mal. À quel moment tu rentres dans le programme Talent Booster, et qu'est-ce que c'est le programme Talent Booster? Ah, d'accord. Donc, c'était au moment parce que quand j'étais au Brésil, j'avais le rêve de la première chose, changer des pays et trouver d'autres cultures, voir comment ça se passe, voir qu'est-ce que je peux apprendre aussi, tu vois. Donc, j'étais très curieux sur ça. Et à un moment donné, il y avait un programme de mobilité internationale qui, on va dire, quelques collaborateurs qui travaillaient à la Romaine au Brésil dans l'époque, ils pouvaient s'inscrire, essayer de postuler, voir s'il y a quelque chose d'intéressant, tu vois. Et ça, c'était au moment que je suis midi de le faire. Donc, j'ai passé dans ce moment-là aussi. Donc, c'était intéressant parce qu'on a visité des entreprises. Il y avait un moment d'apprentissage en global qu'on a pris. On a été à Londres, à Milan, tout ça, pour connaître des gens aussi qui ont fait des jobs, tout ça. C'était assez pas mal. Et après, tu as la mission que tu vas recevoir par les d'autres pays, tu vois. Donc, j'avais des propositions en France, la Russie, et après, c'est nous à décider, tu vois. Ok. C'était intéressant. À quel moment tu apprends le français? Ok. Quand j'ai appris le français, ok. Donc, quand je savais que je vais arriver en France parce que j'ai accepté la mission, j'ai décidé, je vais faire des cours de français. Parce qu'avant, je ne savais pas. Et j'ai parlé que l'anglais, normalement, dans les échanges que j'ai fait avec d'autres pays et tout ça. Et j'ai appris plutôt l'anglais, on va dire, j'ai appris un petit peu, justement, juste pour calibrer un peu les oreilles quand je vais arriver en France. Et quand j'y suis arrivé, c'est vraiment le moment que, on va dire, j'ai investi plus de temps aussi parce que c'était ma vie en français. Et c'était justement ce moment-là que j'ai changé plus mon vocabulaire et la façon d'exprimer, tu vois. Ouais, avec l'immersion, tu as progressé vite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'immersion, comme tu arrives en pays, c'est ça. Je crois que j'ai le même rapport avec l'allemand. Ouais, c'est vrai. Sur le papier, c'est trop compliqué, mais en pratique, quand j'y suis, j'y arrive. Oui, tu es obligé, donc ça passe. C'est intéressant. Tu es arrivé directement chez ADO Service ou tu es passé par Laurent Merlin en France? Non, j'ai passé directement pour ADO Service dans ce moment-là. Et du coup, tu as visité beaucoup de filiales ou d'antennes ou d'entreprises du groupe ADO, et c'est intéressant. Le but, c'est que tu crées du réseau en interne au niveau international. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens internationaux chez ADO? Oui, parce qu'au fond, quand tu arrives
Tu arrives dans un pays comme dans le cas la France et tu vas voir que tu as besoin de travailler avec des gens de différents pays aussi. Donc, cet moment aussi d'aller dans le pays quand j'ai fait le programme de mobilité sociale aussi, de mobilité internationale, c'était au moins de connaître les gens, tu vois, que étaient là-bas, tu vois. Et ça, c'est bien parce que à un moment donné, tu connais un peu qu'est-ce que l'Italie ils ont fait, qu'est-ce que l'Espagne ils ont fait, même la France quand j'étais pas ici directement, tu vois. Et tu connais des gens que tu savais pas que c'était tout ça, tu vois. C'est génial dans ce moment. C'est un vrai moment de découverte aussi pour comprendre plus notre enjeu, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça te fait travailler ton empathie parce que au final, c'est des boîtes différentes et tu dois prendre le temps de les découvrir et de les comprendre. Tout à fait. Parce que je pense que quand tu arrives dans un jeu international, dans le sens que tu sors de ton pays, euh, tu vas déjà essayer de travailler l'empathie avec tout ce que tu vas bosser parce que au fond, c'est une culture différente, c'est une façon de voir que c'est différent. C'est pas que c'est pas bon ou pas, c'est juste différent. Il faut que tu trouves des leviers chez toi et chez les autres. Comment tu peux garantir que tu vas bien communiquer, les gens vont comprendre, s'ils sont à l'aise et qu'est-ce que tu fais, s'ils ont des questions. Et ça, c'est un développement personnel et que c'est incroyable, tu vois. Je l'ai observé aussi quand je suis allé au Québec ou au Canada. Parce que en fait, tu vas partir du principe, surtout quand t'es français, que tu arrives au Québec, tu pars du principe que les gens ils pensent comme toi et ils sont comme toi, et jusqu'à ce qu'on te prouve le contraire. Et tu vois, genre, alors que j'imagine que si j'allais au Brésil, je partirais du principe que les gens sont différents de moi, tu vois. Mhm. Mais là, au Québec, du coup, genre, je l'ai pris comme une baffe, hein. Franchement, retour à la dure réalité. Non, ici, c'est pas la France et les gens, ils pensent pas comme toi. Et Ouais, mais non, ouais. et c'est intéressant parce que à un moment donné, tu vois que quand tu passes plus de temps, tu vois que la différence sont pas trop gros quand même. C'est plus des détails que toi, on va dire, t'as appris ça et normalement, si tu vas être confronté sur ça fait que toi, tu as besoin de se développer, changer ou d'accepter la situation, tu vois. Et J'ai eu ça, c'est un, des situations qui arrivent. J'ai eu un intervenant avant qui disait que lui, pour changer de posture dans son entreprise, il était allé travailler dans une entreprise au Japon et il était revenu ensuite. Et Mhm. il disait que le fait d'avoir une expérience à l'étranger, ça avait changé son rapport à l'autre et ça avait fait de lui, du coup, quelqu'un de plus apte à faire du management en entreprise. C'est une intuition que tu partages? Oui, parce que plus en plus que tu connais des gens différents, plus ça t'échange aussi, tu vois. Ça fait échanger sur la situation. Comme, tu arrives à des réunions qui t'as besoin de discuter avec des gens qui ils ont des cultures différentes. Donc, il faut que tu arrives à passer un message avec les Russes, avec les Français, avec les Espagnols de façon différente. Et garantir qu'au fond, on va arriver à travailler ensemble sur un sujet qui c'est commun, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est intéressant. Du coup, tu prends du recul par rapport à toi-même, effectivement. C'est quoi l'inner source? Et ton job, c'est développeur advocate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est intéressant ça. Parce qu'aujourd'hui, donc la première chose, la culture de l'INRC, c'est que qu'est-ce qu'on voulait travailler, c'est qu'on sait qu'il y a des pratiques dans l'open source qui sont assez connues, que beaucoup de gens expérimentent dans l'open source, et ça, c'est pas mal. Et le point, c'est comment prendre toute cette pratique de développement des qualités qu'on voit, mais on met dedans aussi dans notre boîte au fond, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tout le monde il a accès à le source code. Moi, si je vois un projet intéressant, je peux faire des requêtes pour changer même si un détail sur la documentation ou envoyer des contributions. Donc, ça, c'est un point que c'est important. Et même entre les pays, c'est intéressant parce que tu peux contribuer à des projets qui sont là aussi, tout ça. Et Mhm. sur le côté de Developer Advocates, c'est justement sur comment j'ai pu développer plus cette conscience de que quand un dev chez nous, il arrive pour travailler dans la France, le Brésil, tout ça, il a tout ce qu'il faut. Donc, il a bien fait l'onboarding sur les équipes, ils ont l'accès à tous les outils, on va dire même pour faciliter les déploiements sur différents endroits. Bien sûr, toutes les entreprises au fond, tu vois, on a besoin d'améliorer leur système interne qu'on a créé quand même.
qui, pour que le développeur, il peut déployer plus en production, il peut tester les choses qu'il voulait, il peut expérimenter. Parce qu'au fond, hein, tu vois, dans notre métier, on se sent qu'on a besoin de créer et de tester des choses. Si l'écosystème n'arrive pas à les faire, nous sommes frustrés. Et ça peut passer à différents endroits. Ça peut passer que je peux plus motiver sur mon travail. Je suis pas motivé avec l'entreprise. Et ça traîne beaucoup de problèmes qu'on connaît déjà, tu vois. En vrai, les gens, ils le voient pas, mais je suis en train de prendre le soleil de ouf. Je vois, franchement, c'est en Lille, cette soleil-là, je trouve pas. Je suis à Lille et clairement, j'ai le soleil dans la figure à 14h, je comprends pas. Il y a des nuages, mais quand les nuages passent pas, j'ai les yeux éclairés. La prochaine fois, je vais où tu es. Je suis à Oratec, là, je suis au bureau, on peut enregistrer tranquillement au bureau. Il y avait beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Donc toi, tu es développeur advocate, c'est intéressant parce que c'est le nom d'un job qu'on met d'abord chez les vendeurs et vous l'avez en interne. Et si je comprends bien, ton job, c'est de faire en sorte que les développeurs aient une bonne expérience. C'est important que les développeurs aient une bonne expérience parce que c'est des gens stratégiques, ou c'est parce que c'est des gens qui ont un besoin différent des autres salariés, peut-être chez ADO. Comment ça... Est-ce que c'est une marque de considération? Ok. Je pense que sous ça, c'est que aujourd'hui, on sait que le digital, le numérique au fond, on voit plus en plus cette nécessité de développer mieux dans les entreprises, tout ça. Et je vois que c'est un enjeu, je veux dire pour mon point de vue aussi sur ça, c'est que on a besoin de faciliter que ces développeurs qui arrivent là, il est heureux. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on passe des temps à écouter des gens. Ils sont des gens qui sont motivés à faire des choses. Et si tu n'arrives pas à les laisser dans son potentiel, au fond, tu vois, t'as pas dépensé t'as dépensé d'argent pour rien, enfin. Tu vois. Donc ça, c'est déjà un point. Et à cette question je vois que pour de cette côté de métier développeur, c'est aussi important parce qu'on a besoin de continuer à développer le question digital. Et ça, c'est des enjeux que ça reste, et on voulait de continuer aussi à développer plus, tu vois. Et c'est pour ça que garantir que l'expérience au fond développeur chez nous, c'est bien, c'est important pour nous. Ouais. Comment tu fais pour t'assurer que tu crées de la valeur pour les utilisateurs? Tu vas dans les magasins, tu regardes comment ils utilisent les logiciels, comment ça se passe en fait? Donc tu dis autant que développeur advocate, juste Ouais, pour en tant que comprendre mieux. développeur, ouais, en tant que développeur Ok, chez ADO. ok. Ça, je peux te donner une histoire que c'était assez très bien. Ça, j'ai bien aimé. C'est que quand j'étais au Brésil, et la couture, c'est pareil aussi pour la France aussi, c'est qu'au Brésil, on va dire, les gens, normalement, quand tu arrives à Leroy Merlin dans cette cas-là, tu as besoin d'aller au magasin. Mais Mhm. c'est une question d'aller, de voir comment le client achète des choses. Tu vas comprendre même la complexité d'exposer des produits pour le client, tu vois. Parce que tu vas voir, par exemple, quand tu vas au rayon, tu Ouais. bien pu visualiser tout ce qu'il faut. Par contre, quand tu as un écran, c'est plus compliqué. Tu peux pas montrer tout. Et tu vois, le challenge comme ça, même la difficulté des productions techniques. Et donc, qu'est-ce que j'avais d'expérience au Brésil au fond, c'est on avait ce programme de travailler au magasin un petit peu de temps, en tant que développeur, c'était intéressant. On a demandé comment tu utilisais les outils, comment tu fais pour vendre les produits, tout ça. Et aussi, il y avait aussi des opportunités que c'était assez intéressant, qu'on allait dans des focus group avec des clients qui achetaient autant que le digital, autant que le numérique et aussi pour le magasin. Il explique l'expérience des achats qu'ils ont, tu vois. Comment ils passent, comment ils essayent de chercher des produits. Et c'est un moment intéressant parce que c'est la première fois que j'étais, tu vois, je sais pas si vous pouvez visualiser le Fox Group, mais normalement, tu as les gens qui sont dedans en chambre, qu'il a une fenêtre gigante qu'il ne peut pas visualiser vous, mais vous pouvez Ouais. visualiser. C'est un peu comme si à ça, il y a Donc, version. c'est une glace sans toi. Et exactement, tu vois. C'est assez pas mal qu'on en avait participé.
Et après, tu peux demander des questions qu'il faut préciser. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et bien sûr, sur le jour à jour, quand on avait des prototypes qu'on avait fait pour tester avec le client, on allait dans le magasin qui était à côté de le bureau. Allez, les gars, essayez de tester ça. Donc, il y avait les UX avec nous aussi pour tester. Et c'était assez marrant aussi. C'est quoi un UX designer chez vous, d'après toi? Parce que c'est le titre de job, il est tellement en géométrie variable en plus, l'UX designer. Ouais, donc en gros, on va dire, tu dis par rapport à qu'est-ce qui est ma expérience, c'est ça? Ouais, ou enfin, d'après toi, ou les Ok. gens avec qui tu as travaillé en tant que UX designer, ils faisaient quoi en fait? En gros, il y avait un peu des UI, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut savoir un peu comment on matérialise les choses, mais ils ont été beaucoup focalisés sur comment le client, euh, on va dire, il va chercher des choses, donc ça va dépendre de la chaîne d'expérience qu'ils ont. Donc, je suis en train de chercher des produits, je sais pas, qu'est-ce que ça va être, tu vois, je vais mettre des termes très ouverts et je vais voir qu'est-ce que ça va arriver, ou même des choses très spécifiques, comment j'ai fait pour l'acheter. Donc, les UX, donc, qu'est-ce que j'ai bossé? Normalement, ils travaillent beaucoup avec les métiers aussi pour comprendre comment le client il fait les choses, plus visiter, il voit les clients dans les magasins et aussi avec des tests AB. Ils utilisaient une chose qui était assez intéressant qui s'appelle Hotjar aussi. Je ne sais Mhm. pas si c'est assez intéressant, tu vois, tu peux enregistrer des choses. Ouais, je connais Hotjar. Si les gens connaissent pas, ça fait des maps, des cartes chaudes de chaleur sur les UI, sur les UI. Exactement. Tu peux enregistrer, tu peux faire des surveys, donc ça c'est pas mal. Et bien sûr que tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu vas mesurer, qu'est-ce que tu cherches au fond, mais en gros, l'expérience est assez intéressante, tu vois. Mais je vois beaucoup sur le UX, focalisé exactement sur l'expérience en gros. Donc des user journey maps, des choses comme ça, tu vois. Ouais, j'ai déjà vu des entreprises où il y a des équipes de UX qui maintiennent des projets Axure gigantesques. Ils sont autant sur le projet Axure que de développeurs derrière. Et en Oula. fait, j'ai l'impression, genre, des fois, que faire les spécifications dans un truc comme Figma ou Axure, autant les faire directement dans le code. Genre, j'ai l'impression qu'on a fait les spécifications 2 fois, tu vois. Mhm. Ouais. Il est des fois, et ça passe. C'est pour ça que normalement, le plus important, c'est tester l'expérience avec un prototype de moins fidélité pour voir si ça colle. Mais bien sûr qu'il y a un match d'erreur sur ça. Et après, tu as besoin de tester des choses plus en production pour voir comment vraiment le client va tester, tu vois. Mais ça, c'est toujours des techniques au fond pour valider ton hypothèse ou non. Ça, Il c'est faut à faire des... tester. C'est vraiment, du coup, c'est une approche Lean Startup ou pas? Ça doit aller, tu vois, parce que normalement, on cherche quelque chose. Donc, et ça va nous clarifier qu'est-ce que c'est l'hypothèse en fait qu'on cherche pour notre produit ou même qu'on va développer. Et après, on a des propositions de solutions pour valider ou invalider les choses qu'on voulait. Mais ça, bien sûr, on a besoin de travailler avec le dev, tu vois. Ouais, ok. En vrai, c'est super clair et t'es la première personne que j'entends qui me parle de. Enfin, en dehors d'une startup, t'es la première personne que j'entends qui me parle d'expérience et d'hypothèse. Donc, ce qui d'habitude, effectivement, est dans le langage du Running Lean ou du Lean Startup. Mhm. C'est dans quel type d'entreprise tu aimerais travailler où tu pourrais être heureux, tu vois? Ok. Le type d'entreprise. Pour moi, je pense que, tu vois, donc, le côté humain, c'est très important, mais il est très, on va dire, le thème est très gros, au fond. C'est que, quand je dis ça, tu vois que l'entreprise, au fond, il a besoin de se développer, il y a des challenges, tout ça, donc il y a des choses à se faire. Mais tu vois que, quand je dis côté humain, tu vois que tu as ton développement personnel, et il est lié aussi à aider quelqu'un, au fond, tu vois. Et quand je dis développement personnel, c'est moi, je sais qu'est-ce que je voulais développer, quelles sont les choses qui, probablement, je ne sais pas, j'ai besoin des feedbacks des gens. Et j'ai pour créer on va dire, c'est pas un one shot, tu vas continuer à se développer. Donc ça, pour mon développement personnel, c'est important. Être très clair et comment je peux me développer. Et aussi, il y a un côté, pour qui que j'ai fait ça, tu vois. Mon résultat personnel, il va aider qui, au fond. Et ça, je trouve que la difficulté, en plus, c'est trouver des boîtes qui sont bien connectées avec le client final. Et ça,
C'est pas facile pour tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup de possibilités là, pourquoi que ça passe pour ça. Mais en gros, j'aimerais trouver des boîtes qui ça montre vraiment qu'ils sont en train de faire un travail bien pour les clients aussi. Et c'est possible mieux en plus, c'est un impact positif, tu vois, dans cette cas-là, pour l'écosystème qu'on a. Mais je pense que c'est plutôt cette caractéristique-là, tu vois. T'as jamais travaillé avec un Mantis ou un système de tickets en face de toi? Mantis, non. Système de ticket ou... Ah, ok, par exemple, dans le support, par exemple, comme ça? Ah, système de tickets avec des spécifications, des user stories qui sont dans un Jira, par exemple, ou parce que j'ai cru comprendre que tu utilises quand même beaucoup les GitHub Issues pour gérer les projets. Ouais, j'ai pas mal de différents outils au fond, mais tu vois que au fond, le plus important pour moi, c'est que si ça, c'est qu'est-ce qu'on va essayer de développer, l'équipe utilise l'outil au fond, et c'est tout. Parce que ça, juste en moyenne, au fond, c'est le code de production pour le client testé, tu vois. Mais bien sûr qu'il faut que l'expérience, en gros, c'est facile. Aujourd'hui, GitHub Issue, c'est assez facile. T'as pas besoin de connaître pas beaucoup. Il y a d'autres outils qui sont plus des fonctionnalités. Mais je pense que, comme tout le monde dit, au fond, ça dépend qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. Ah, c'est intéressant parce que du coup, en fait, mon expérience, c'est que parfois j'ai eu l'impression que le système de tickets était un obstacle entre moi et l'utilisateur. Et Mhm. toi, tu l'as vécu, ça, hein, parce que la question, elle t'a même pas effleuré. Non, franchement, c'était pas une chose que ça doit, parce qu'enfin, tu vois, autant que développeur, j'ai essayé des fois, on va dire, bien sûr, l'entreprise, elle a favorisé ça, ok, je veux aller tester une chose, je veux jusqu'au fond, tu vois, je peux aller jusqu'à le client. Peut-être il y a des entreprises qui sont pas comme ça. Je comprends tout à fait, chacun avec son jeu. Mais pour moi, qu'est-ce que ça m'a motivé, c'est quand je peux aller jusqu'à là, tu vois. Je peux parler avec quelqu'un et voir, oui, c'est bien, tu vois. Ouais, je comprends. Et en vrai, il y a des entreprises différentes et des développeurs différents, et j'espère juste qu'ils se C'est ça. rencontrent, donc c'est cool. C'est ça. Euh, j'ai l'impression que ça t'apporte beaucoup de satisfaction de faire partie d'un grand groupe parce que tu peux avoir accès à beaucoup de gens et apprendre beaucoup de gens de beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de choses de beaucoup de gens. Euh, j'ai l'impression que dans une petite boîte où on se sent parfois un petit peu plus isolé parce qu'on a moins de contact avec des gens partout dans le monde, etc., c'est pas forcément ça qui te plaît. Le fait d'appartenir à un grand groupe, c'est quelque chose qui te satisfait personnellement? Hum, je veux dire que personnellement, c'est pas exactement qui c'est le différentiel. Pour moi, c'est plutôt le sens de proximité, tu vois. Donc, si moi, par exemple, quand j'étais aussi dans des startups aussi au Brésil, j'avais des proximités et j'ai connecté avec le client aussi, tu vois. C'était très bien. La seule chose, c'est que quand tu changes d'un genre qui c'est international, t'as pas que le client, mais tu as aussi les gens qui sont aussi de différentes cultures et ça enrichit plus, tu vois. Et ça, c'est en plus que ça m'aide, mais c'est pas exactement on va dire, les tailles de l'entreprise qui, pour moi, ça change. C'est plutôt comment je peux gérer cette proximité avec le client et avec qu'est-ce qu'il va livrer au fond, tu vois. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui va changer dans l'IT dans les peut-être semaines, mois, années, décennies à venir? Qu'est-ce qui va changer notre métier radicalement? J'aimerais vraiment acheter comment ça s'appelle ça, une bulle Ouais, une boule de magique. cristal. Boule de cristal, oui, merci. Parce que ça peut être c'est pas mal. Mais je vois des choses que, en gros, ça va intensifier, tu vois. Je pense que même la vision de la télétravail qu'on avait vécu avec le confinement, tout ça, ça va amener des changements avec le temps. On va voir comment ça va se passer après que tout le monde s'est vacciné, tout ça. Mais ça, c'est une autre question. Euh, Aussi, qu'est-ce que j'avais réfléchi, c'est en plus cette côté de garantie que les développeurs sont heureux dans les boîtes, ça va être des enjeux plus en plus importants pour tout le monde. Donc principalement sur les outils, comment j'utilise en interne. Tu vois, je suis heureux de qu'est-ce que j'ai fait, je peux montrer à d'autres gens. Donc ça, c'est des points que ça va être important.
Et, et en même temps, tout ça, c'est la base au fond aussi pour bien pratiquer et développer des applis qui sont avec des qualités, tu vois. Et ça, je pense que on a beaucoup de challenges parce que en gros, le marché, il est en train de grandir. On a beaucoup de gens qui y arrivent avec des différentes expériences aussi, des reconversions, tout ça. Et ça, ça, nous, autant on a plus de temps sur le marché, on a besoin de travailler aussi l'onboarding de ces gens-là, tu vois, qui aussi les comprennent les bons pratiques, qui les poussent à développer, parce que ça va nous aider aussi comme communauté de dev, enfin, d'arriver à faire des bons jobs et aussi d'arriver à des endroits que nous sommes plus heureux de travailler, tu vois. Le fait d'avoir des communautés locales, des communautés extérieures aux entreprises, comme tu mentionnais, la communauté Laravel au Mhm. Brésil, c'est indispensable d'après toi pour que les gens s'épanouissent et que la pratique en tant que développeur, elle s'améliore. Oui, pour moi, oui. Je trouve que les communautés, au fond, c'est un moyen de continuer à être en contact avec des différents enjeux que tu as aujourd'hui, tu vois. Bien sûr qu'il y a d'autres façons, tu peux regarder des blogs, des choses comme ça dépend aussi comment tu vois les choses. Mais oui, bien sûr. Et aussi, je pense que c'est une chose en plus qu'on a besoin de toujours regarder. C'est juste la question de on va parler plus avec les communautés, on va lire beaucoup de choses et en plus notre esprit critique de qu'est-ce que c'est utile pour nous ou non, il faut qu'on continue de se développer, tu vois. Parce qu'en plus, on a des choses qui probablement ne sont pas adaptées, qui sont pas bons pour nous dans notre contexte. Et il y a à la fois qu'il faut qu'on prenne pour de recul avant de dire oui, il faut que j'investe sur ça et que je vais là-bas, tu vois. Donc, cette esprit critique, ça va continuer. Et c'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais changer? Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais dans l'IT? Je pense que la baguette magique, tu vois, jamais facilité exactement tu vois, on passe beaucoup de temps à la fois aussi ok, j'ai développé une chose, oui, c'est bien. Maintenant, il faut mettre en production. Donc, il faut faire toute la partie des CICD pour mettre ça. Ah, comme j'ai fait des canary release, oh putain, comment que je vais faire, tu vois. Donc, on a beaucoup de bootstrap, des choses qu'on fait tout le temps. Donc, si j'avais une baguette magique, j'aimerais d'être plus facile aussi de mettre mon code et c'est tout, tu vois. Je peux faire des canary release tout bien fait, sans problème. Et ça, c'est une belle baguette magique qu'il faut acheter, tu vois. C'est aujourd'hui parce que ouais, en fait moi j'ai jamais travaillé dans une grande entreprise, hein. Donc j'ai toujours pu faire git push et puis ça release, tu vois. Et même aujourd'hui sur Wheel of Death, du git push sur le master, ça déploie automatiquement. En fait, est-ce que tu as cette chose de devoir mettre en recette ton projet pour que ce soit en recette en même temps qu'un autre projet et qu'on release tous en même temps? Est-ce qu'il y a genre ce domino de release entre différentes dépendances dans différents projets d'applications qui peuvent bloquer le fait de mettre en production des projets, par exemple? Mhm. Et ça, je pense que c'est un point de la difficulté au fond, on va dire en gros, d'adopter aussi une vision microservice on voit les boîtes, c'est exactement comme faciliter que t'as des dépendances, mais ce sont des dépendances connues, on va dire, et tu évites de casser les autres applications, tu vois. Et je pense que ça, c'est un job continu tu vois, que on a besoin de travailler sur ça. Quand on Et dit globalement la communauté dev, tu vois. la culture open source, elle aide à ça? Oui, pas, je pense que dans l'esprit de comprendre qu'il y a plus dans un jeu parce que son temps en jeu, je pense que ça, dans le mindset, oui. Je sais pas exactement dans la pratique, j'ai pas connecté les deux encore, mais c'est une chose intéressante à penser. Pourquoi c'est difficile de changer de job? Pourquoi les gens ils changent pas de job facilement en fait? Ça, c'est intéressant. Pourquoi les gens changent pas des jobs? C'est déjà l'autre point. Euh, Il y en a qui changent pas de job parce qu'ils sont heureux là où ils sont, tu vois. Mais il y a des gens qui sont pas heureux et ils changent pas de job, d'après toi, pourquoi? hmm. Je vous dis que
quand on a bien, on va dire, on a bien maîtrisé un job, nous sommes là, ça fait quelques temps et ça passe très bien, tu vois, c'est difficile à faire le changement, ça je comprends tout à fait. Et ça va dépendre aussi de les motivations que les gens ils ont, tu vois. Mhm. Ils savent pas que c'est pas bon. Il faut tout le temps être motivé, c'est pas le cas. Je pense que il y a le bon compromis qu'il faut que tu travailles avec toi au fond. Mais le point c'est que tu as des choses que tu peux continuer à se développer. Si tu t'invites, probablement tu as besoin de trouver d'autres jobs sur ça. Mais je pense qu'il y a cette côté de peur de changement. Et aussi que je vois aussi qu'en gros, en plus, nous sommes très exigeants sur qu'est-ce qu'on va chercher pour le prochain job, tu vois. Probablement, c'est, oui, j'attends que mon prochain job, il va être exactement comme ça. S'il n'est pas ça, je ne vais pas accepter. Et ça, probablement, c'est un problème qui ça peut venir avec le temps, c'est que il n'y a pas d'entreprise parfaite. Ça, c'est sûr. Et au fond, c'est que tu as des choses qui, je pense que c'est la façon que j'essaie de penser, c'est pas l'entreprise parfaite que je cherche, c'est l'entreprise que j'ai pour changer, que j'ai pour aider à changer dans mon métier. Et si je vois qu'il y a l'ouverture que j'ai pour travailler sur ça, c'est une chose qui me motive personnellement, tu vois. Et quand je vais trouver, par exemple, si je vais trouver un autre job, je vais essayer de trouver pareil la même chose. Est-ce que ce job-là, ça va faire me développer et aussi développer l'entreprise vraiment, ou c'est juste, tu vois, juste à côté, juste pour faire quelque chose, tu vois. Mais ça, c'est ma motivation. Quand je vais, par exemple, trouver d'autres choses, tu vois. Peut-être quelqu'un, c'est sur ça. Est-ce que ton métier, c'est une passion? Ouais, Ouais. j'aime bien. Ouais. C'est c'est- c'est intéressant parce qu'à à un moment donné, tu vois, tu trouves que moi, dans cette parcours que j'avais fait, j'avais la possibilité on va dire, de travailler beaucoup sur le code aussi, mais démarrer à travailler sur les relations avec les développeurs, avec des gens qui sont métiers, des DG, tu vois. Et quand tu comprends plus on va dire, la diversité des gens qui t'a le pouvoir de travailler, et avec ton métier de développeur, ça t'enrichit, tu vois. Et ça peut t'aider à développer d'autres missions, ou même liées à développer. C'est pas une question de laisser de décoder. Tu vois, c'est une question de qu'est-ce que moi je peux impacter plus ou pas sur l'avenir. Tu vois. Avec Nicolas et Marcy, chez We Love Devs, on est en train d'écrire un livre. On va l'appeler Mhm. We Love Devs The Handbook. Ce sera le Mhm. guide ultime pour être heureux dans l'IT. Mhm. Euh, si on devait garder dans ce livre un ingrédient de Guilherme pour être heureux, tu vois, qu'est-ce que Ok. je retiens de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et quel est cet ingrédient unique, si tu dois en choisir qu'un seul, qu'on met dans la recette? Ok. Je pense que l'ingrédient plus important pour moi, pas autant juste que développeur, tout ça, mais je pense que dans la vie aussi, c'est juste continuer à être curieux avec toi et les choses qui s'apparaissent dans ta vie, tu vois. Pas dire non à tout temps des choses que peut-être c'est un peu freinant pour toi. Expérimenter, c'est bien. Donc, je pense que le côté curiosité, continuer à se comprendre plus et aussi à connaître plus des gens et des technologies, tout ça, ça va nourrir ton parcours au fond, tu vois. Est-ce que c'est la sérendipité en anglais? Serendipity? Laisser de la place à. La sérendipité, c'est laisser la place il y a le mot n'existe pas en français, hein. C'est en anglais serendipity. C'est laisser la place à des rencontres fortuites, à des opportunités inattendues, tu vois. C'était ça. C'est ça? Ouais, Moi, ça me va. c'est bien. Ouais. Ok, bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Moi, de la fin, Peut-être que je t'ai donc, pas posé une question, il y avait peut-être un sujet que tu voulais aborder. non, je pense que on a passé des différents sujets, c'était intéressant. Et merci pour la disponibilité, c'était intéressant les exercices aussi. J'espère voir les commentaires et s'ils ont des questions, tout ça, ça peut être intéressant. C'est vrai, les gens, s'ils veulent te joindre, ils te joignent sur Twitter. Oui, ça peut être dans Twitter, sans souci.
Je mettrai ton tweet, ton handle dans la description du podcast. Ok. Pour les gens qui nous écoutent, merci encore d'être allés jusqu'au bout du podcast. Je suis super content. Ce podcast, a priori, il va sortir dans un certain temps. Hein. Il sortira pas ce mois-ci, Guilherme. Il sortira plutôt le mois suivant. Ok. Du coup, tu auras le temps d'écouter plein d'épisodes entre deux. Ah bien, c'est bien ça. Et pour les gens qui nous écoutent, là, donc on est autour de 300 répondants sur l'enquête et il faut absolument répondre à l'enquête parce que l'enquête, elle nous permet elle permet aux autres développeurs, par exemple, qui sont en train de négocier un job, d'aller voir le job de développeur front dans telle région en France, en remote ou non, combien est-ce qu'il est rémunéré, etc. C'est quoi le salaire moyen, c'est quoi les branches de salaire. Et ça nous permet à nous de nous projeter, de savoir si on a une bonne rémunération et c'est important qu'il y ait beaucoup de répondants pour qu'on puisse trouver de la granularité dans les réponses anonymes. Donc, allez sur le site de We Love Devs, cherchez dans Google l'enquête by We Love Devs. Vous allez la trouver. On est assez bon au référencement normalement. Et si on l'est pas assez, faites-nous un mail, on le sera meilleur. Et je suis content. Et je suis impatient qu'on se rencontre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, participer à une antenne libre ou quelque chose comme ça. C'était cool, Guilherme. Ah, c'était bien. Franchement, c'était cool. Mais en plus, tu as le micro Yeti. Tu sais que c'était Laura qui a été publiée vendredi qui avait le Yeti avant toi. Ah, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je sais pas si elle t'a mis un message dans la boîte ou quoi, ou si elle t'a mis un mot bienveillant. Je vais essayer de voir ça. J'ai juste vu mon nom. Tu vois. Ok. Ah ouais, non, ça doit être au magasin qu'ils l'ont mis. Mais ouais, ben en vrai, il faut dire aux invités que en vrai, ça se fait facilement de chez soi, même si on n'a pas l'habitude de parler en public. Et que si vous n'avez pas de micro, on vous enverra le même micro que Guilherme A. On l'envoie via le relais. Franchement, c'est top le micro. Bah ouais, c'était rigolo. A priori, le Yeti, on va lui faire un compte Instagram. Ça va être le Yeti d'Amélie Poulain et Valentin et Marcy ont travaillé sur des dessins. Ils ont fait des illustrations pour le compte Instagram du Yeti. Bon, c'est cool. Hop, je vais raccrocher. Merci beaucoup aux auditeurs. À bientôt.